départ, c'est que je trouvais que l'intérêt, c'est quand on lit encore des textes de la première moitié du XXe siècle, il faut savoir une chose, il faut se souvenir d'une chose, c'est que ce qu'on appelle mélancolie, c'est quand même, dans l'histoire des maladies, en tout cas une de celles en Occident, mais hors d'Occident, qui est la plus longuement décrite. L'histoire de la mélancolie, avec des traitements qui existaient déjà, des régimes diététiques. Une des premières nommées aussi. Ouais, c'est la bile noire, c'est lié à l'ancienne théorie des humeurs. Starobinsky, le grand Starobinsky, qui était et médecin, et historien de la médecine, et historien de la littérature, il a fait sa thèse, en partie à Seville d'ailleurs, sur l'histoire de la mélancolie. Et en fait, on peut remonter, donc, même si on prend dans des civilisations différentes où c'est pas nommé de la même manière, si on regarde, moi j'avais fait une étude sur l'iconographie, les postures sont toujours les mêmes. C'est-à-dire une personne repliée sur elle-même, c'est très important, la tête appuyée comme ça. Et puis la tête de mort. La tête de mort, donc, quand il y a l'humanité, en effet, avec la mémoire. Il y a quelque chose, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui relève, tu avais lu un peu Aristote dans le problème 30 aussi, il y a quelque chose qui relève un peu de la condition humaine en général. Voilà. Maintenant, si on va plus vers le côté nettement pathologique, moi il me semble par rapport à ce que vous dites, il y a encore un autre élément qu'il faut prendre en compte. À partir du moment où on a utilisé des médicaments, il y a une certaine efficacité. Mais en fait, ça laisse aussi beaucoup de choses de côté. Donc j'ai l'impression qu'il y a des distinctions qui se font aussi, comme ici. Il y en a qui sont, qui ne répondent pas aux médicaments. Qu'est-ce qui met de côté? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un médicament qui est efficace, tu traites une partie, donc tu lèves des inhibitions, les personnes peuvent recommencer à agir, etc. Tu ne vas pas avoir la même vision à long terme de la maladie. Puis en plus, tu vas avoir une nouvelle catégorie qui existait par définition pas avant, c'est celle des personnes qui résistent aux médicaments. Et ça, vous parlez comme vraiment quelqu'un en 2023, parce que lui, il ne parle pratiquement pas de ça, de la résistance aux médicaments. Il est marqué par d'ailleurs, tout ce livre, il semble être écrit aussi en fonction et en réaction à la question de la pharmacologie. Il parle tout le temps des nouveaux antidépresseurs, de la troisième génération, et là peut-être il faudrait qu'on puisse toucher un petit mot sur la question de cette histoire de la pharmacologie, de la psychopharmacologie, où il y a eu la découverte d'abord des neuroleptiques, puis ensuite la découverte de l'imipramine par Roland Kuhn. C'est la première génération. Il y a eu la deuxième génération des antidépresseurs qui sont améliorés à partir des tricycliques, à partir de l'imipramine. Et 1990, et c'est là qu'il commence à être impressionné par ça, vient cette nouvelle génération qui sont les sérotoninergiques en général. Il y a une multiplication d'antidépresseurs qui devient impressionnant ensuite avec les dopaminergiques, les noradrénergiques, etc. Et il y a eu un peu cette idée que peut-être il avait, cette fausse idée que d'ailleurs, c'était la publicité de la fluoxétine, de la fluoxétine, du Prozac américain, la publicité dans les années 90, c'était la pilule du bonheur, n'est-ce pas? Il y a eu un peu cette illusion qu'on ne serait plus triste. Ça pourrait disparaître, ça. Et là, il s'alarme et il dit, avec ça, c'est terminé. La psychiatrie, la psychothérapie, la psychanalyse, tout ça se termine. Maintenant, les médicaments, ils vont prendre la place de tout et ils vont résoudre les choses d'une façon presque automatique, presque mécanique. C'était un peu sa crainte. Ah oui, c'est la tonalité. Il craint ça. C'est un peu l'idéologie transhumaniste. N'est-ce pas? Oui. On est dans cette qui existe encore, mais maintenant elle s'est apaisée. Mais non, on a la même peur pour l'intelligence artificielle. Mais maintenant, ça c'est une autre... Les objets Elle ne va que augmenter la dépression et pas diminuer. Ils se mettent à jour. Mais c'est vrai qu'il y a un côté plaidoyer, pour la psychothérapie, et puis il y a un côté quand même assez français, je pense. Qu'on retrouve beaucoup moins en Suisse, cette idée de faire des oppositions, de faire de l'escrime, cette idée d'opposer ceux qui sont pour le médicament, ceux qui sont pour la thérapie, alors qu'en Suisse on a plus le côté consensuel. Roland Kuhn, lui, il faisait de la philosophie et de la psychopharmacologie en toute... Je voulais juste répondre aux images de la mélancolie parce que ça m'a fait aussi qu'il y avait aussi l'idée de la catatonie.
où la personne était complètement figée et pour qui le traitement numéro 1 c'était les électrochocs. Il y avait pas mal aussi, si on peut dire, des dépressifs entre guillemets, qui passaient aussi par l'électrochoc pendant des longues années. Les antidépresseurs ont aidé pour ça, on a évité les électrochocs. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la catatonie a son propre place dans la classification diagnostique séparée. Dans la CIM 11, il y a le code catatonie. Et puis on fait simple, des électrochocs. Qui peut réunir la catatonie schizophrénique ou la catatonie mélancolique ou une autre abus de substance. Quelles sont les catatonies C'est-à-dire mélancoliques? c'est un terme phénoménologique maintenant tout seul, détaché des notions qui étaient avant. Mais quelles sont les catatonies que tu as dit, mélancoliques et les autres? Et schizophrénique. Schizophrénique. Ou Il y a Mais l'autistique aussi aussi. neurobiologique d'autres origines. Et il y a l'autistique aussi. Oui. Oui, si on va plus, parce plus que, loin dans le passé, oui. Sur les autismes graves, surtout, beaucoup de psychiatres spécialisés dans l'autisme parlent beaucoup des symptômes catatoniques chez l'autisme. Et d'ailleurs, lui aussi, il parle de cette distinction autisme-dépression. Parce qu'il y a des points communs comme la tendance à isoler, à l'isolement, et à la rupture de la communication qui est typique de la dépression, ça veut dire un problème dans la communication. La différence, justement, c'est que dans la dépression, c'est tendance à l'isolement et le vide, chose qui n'est pas présente dans l'autisme. L'autisme, il est très riche lorsqu'il est seul. Et peut-être si on peut là oser le critiquer un petit peu, on sent qu'il parle énormément de la place du contre-transfert du thérapeute. Ouais. Ah, oui. C'est lui qui sent aussi le vide, c'est lui qui sent Je ne sais pas si vous allez parler un peu de ça, mais mais c'est toute la question de l'intersubjectivité. Mais oui, mais ça c'est justement le... Moi j'avais suivi d'assez près, notamment Yann Miller qui avait à l'époque sorti, d'un point de vue lacanien, critique du contre-transfert, mais qui est présente dans le séminaire 8, celui qu'on avait travaillé à l'époque. Déjà. Sur le transfert. Ouais, sur le transfert. Où en fait, il fait une critique du contre-transfert. Mais ça, c'est intéressant parce que, en effet, quand je relisais ces passages, ça vient de Binswanger. On avait vu la dernière fois, c'est l'idée que le thérapeute, il est en position active avec le... Donc il va être, comme il le dit, il attend presque le moment où le patient déprimé va le voir, va avoir ce phénomène un peu d'identification pour pouvoir intervenir. Et moi, ce qui m'a surpris dans ce texte, j'ai du recul par rapport à ce texte aussi, puis je ne suis pas clinicien, mais c'est ce côté un petit peu où tout d'un coup, on a l'impression que le thérapeute devient comme une espèce de zone de stabilité, comme ça, et il va investir beaucoup la relation, tandis qu'en effet, dans les approches, en tout cas post-freudiennes, lacaniennes notamment, c'est quelque chose qui est très peu, si j'ai bien compris, qui est très peu présent. Il y a même une critique assez forte de l'idée de contre-transfert. Oui, c'est-à-dire que chez les lacaniens, maintenant, moins, ils critiquent moins, parce que c'est une façon d'appeler quelque chose. C'était ce qu'on ressent par rapport aux patients, parce que tout le monde ressent quelque chose. Donc cette neutralité, elle est agie, mais en tout cas, on a une pensée qui fonctionne. Donc, je pense que la critique, elle est plus tendre maintenant, mais il y a eu un mouvement. Non, parce que le danger du contre-transfert, ce que j'étais en train de discuter avec François aussi, c'est que le psychanalyste, genre kleinien, il peut se faire analyser à travers les assurances du patient. Si vous voulez, avec le contre-transfert. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est François, c'est un mec qui m'a dit ça et je trouvais très drôle. Parce que c'est bien ça, c'est-à-dire si on commence à parler de soi à travers... Donc, ce qui peut aussi, comme Ferenczi, l'interanalyse, l'analyse mutuelle, donc on peut tomber aussi dans ça. C'est-à-dire que je trouve que le contre-transfert, c'est très important comme réflexion, mais du moment où on agit cette réflexion, où on dit quelque chose au patient, c'est dans cette interprétation et dans ce passage qui est très dangereux.
c'est précieux comme sentiment parce que ça va nous indiquer, ça va nous donner des éléments très très importants pour le traitement, mais qu'est-ce qu'on dit aux patients de ça, vous voyez? Donc, et c'est là une espèce, il faut avoir un art de transmettre pour que ça agisse, pour que ça soit bénéfique au traitement du patient et pas interférer trop, si vous voulez, dans cette relation intersubjective. Je ne suis pas du tout contre la relation intersubjective, au contraire, je trouve que ça aide beaucoup, mais c'est-à-dire, il faut un tact très fort pour ne pas trop faire une espèce de traitement à deux. Oui, puis être très au clair avec ses mouvements propres aussi. Exactement. Parce que sinon on mélange ses symptômes avec ceux du patient, puis ça fait des trucs un peu bizarres. Voilà, il y a une analyse personnelle qui est importante justement à cause de ça. Ce que j'ai trouvé discordant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mentions des éléments que moi j'ose dire de la paranoïa dans tout ce qui développe pour la dépression, parce qu'il y a un grand développement sur l'intrusion de l'autre, la violence, il met les mots violence, il met les mots agressivité pour décrire l'envahissement que l'état déprimé sent de l'autre, tout en mettant du coup après les deux inconscients qui travaillent ensemble. Comment il répondrait lui à ça, je ne sais pas, parce que c'est assez loin dans les... Je ne sais pas si c'est tout à fait une persécution, on pourrait parler de persécution ou de quelque chose de paranoïaque. C'est plus une sensibilité exagérée au monde, où tout est vécu comme une violence. Il parle beaucoup de violence, n'est-ce pas? Il ressent le monde comme violence, ça veut dire, et entre autres, cette exigence d'action du monde. Par exemple, j'ai un patient très déprimé il dit, maintenant, je sais qu'il y a des moments comme ça, que je ne réussis pas à pratiquement sortir du lit, et maintenant je ne m'oblige plus à sortir du lit, et donc je suis plus calme. Mais avant, il s'obligeait, il y avait cette obligation, et qui était renforcée par la demande des autres, et c'est là que c'est vécu comme... Si dans votre exemple, l'analyste disait « ça m'évoque » et quelque chose de son inconscient, c'est encore une intrusion pour cette personne. Donc c'est... Oui.